Pasteur du centre de la vie de Dieu Zoé, il veut former son parti politique. Mais pour faire quoi de plus? Que pense-t-il des religions en politique? Y a-t-il aussi des sorciers en politique? Face à face spécial, je reçois ce mardi 25 mars, après le journal de 19h, Jean Toto Hassani Chabani. Rediffusion ce mercredi 26 mars, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Face à Face. Notre invité aujourd'hui est une figure connue dans la communauté chrétienne. Il est du centre de la vie de Dieu Zoé. Notre invité est Jean Toto Chabani, licencié en droit et en relations internationales. On le dit, personne très active dans les réseaux sociaux et dans son ministère pastoral. Bonjour Monsieur Chabani. Bonjour Christian. Alors, puisqu'il faut compléter la description de notre invité, c'est un homme d'affaires qui a son retour au pays, un retour en réponse à un appel spirituel, mais aussi pour, je cite, apporter sa contribution à la gestion de la cité. Au retour au pays, il caresse le vœu de faire de la politique et de changer la gouvernance défaillante, car, encore une citation, des hommes porteurs de valeurs éthiques et morales doivent s'engager activement. Fin de citation. Il ne faut plus observer, dit-il, l'inaction face aux problèmes de la nation s'apparente à une forme de complicité. Alors, votre nom c'est Jean Toto Hassani Chabani, mais on vous appelle aussi prophète. Alors, je me suis intéressé à la définition de prophète. Je voudrais commencer par là. Interprète de la volonté d'une divinité pour le présent ou pour l'avenir. C'est donc un appel à la politique qui vous a été donné ou que vous avez vous-même lu? Je n'ai pas reçu une révélation particulière de la part de Dieu. Mais nous sommes dans une situation où nous sommes en train, peut-être nous sommes la dernière génération qui est en train de vivre le Congo, de vivre dans un Congo dans ses frontières actuelles. Et on ne peut pas rester inactif face à ces genres de situations. Donc, je n'ai pas reçu une révélation. Je suis un Congolais, je suis un patriote, j'aime mon pays et je constate que la situation, elle est très désastreuse. Et je ne peux pas rester inactif parce que je ne veux pas ces pays que mes ancêtres m'ont légués et que je léguerai à mes petits-enfants et à mes enfants. Je ne veux pas que lorsque je serai vieux et que mes enfants me posent la question comment votre pays a été divisé et que je manque le mot, je manque la réponse. J'ai pris la décision parce que je pense aussi que le leadership pénètre aussi dans le moment difficile. On a vu avec Martin Luther King Jr., qui était un simple pasteur, et lorsque le mouvement Yai Rosa Parks qui a refusé de se tenir debout pour laisser la place à un blanc, c'est comme ça que son leadership est né. Et face à cette situation, n'a pas reçu une révélation particulière de la part de Dieu. J'ai pris la décision de m'engager dans l'activité politique. Vous n'avez pas prophétisé, vous ne prophétisez pas la division du pays, hein? Ah, pas du tout, au contraire. Donc, si la raison qui me motive de faire la politique, c'est parce que, comme vous le savez, avec tout ce qui se passe, peut-être si nous ne faisons pas attention, le Congo n'existera plus comme avec ses frontières actuelles. Donc, il faut qu'on s'élève pour se battre pour l'unité de notre pays. Pour créer un leadership, pour se battre avec les autres, pour que le pays reste un. Et ce genre de combat, on ne peut pas le gagner seul. C'est impossible de gagner ces combats seuls. Mais on peut créer le leadership. Vous avez cité Martin Luther King. Eux, c'était des leaders. Vous ne voulez pas rentrer dans la politique pour être un parmi tant d'autres, mais pour être leader d'un futur Congo prospère. Mais oui, Martin Luther King n'a pas gagné sa bataille seul. C'est vrai que lui, il était plus pacifique, mais de l'autre côté, il y avait des Malcolm X. Mais même dans leur groupe, il y avait aussi d'autres personnes. C'est lui qui est devenu sénateur, qui était un peu plus jeune qui les suivait. Il y avait des Ralph Abernathy. Il y avait tant d'autres personnes qui étaient avec lui. Ce genre de travail pour transformer un État, vous ne pouvez pas le faire seul. Et on doit le faire dans la politique. On ne peut pas le faire à partir de l'Église. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, homme d'affaires prospère. Oui. Retenons quand même que ce sont les affaires qui construisent les nations. Vous êtes pasteur. Votre Église peut y contribuer. Il fallait ou il faut absolument faire de la politique pour atteindre les buts que vous vous donnez. Vous savez que le pasteur ne sont pas des législateurs. Donc, étant pasteur, je ne peux pas voter une loi. Je ne peux que parler. Et j'ai essayé de parler depuis 7 ans. Donc, j'ai été à fond. Ma voix ne porte pas.
J'ai des vidéos dans les réseaux sociaux, je pars depuis 7 ans et je pense qu'il faut trouver un cadre où ma voix peut être entendue. C'est pour cela que je fais le choix de faire la politique. Pour dire quoi? Vous dites que le pasteur ne peut que parler, mais que sa voix ne porte pas. Pourquoi bâtir un pont entre l'Église et la gestion de la cité? Je ne suis pas en train de bâtir un pont. Je voulais simplement que les auditeurs puissent me comprendre très bien. Je ne suis pas venu ici comme pasteur. Je suis venu comme un acteur politique. Cela ne m'empêche pas de faire mon travail de pasteur. De toutes les façons, nous faisons la politique parce que nous gérons des vies, la cité, le public, mais pas de manière active. Et là, je m'engage de manière active pour faire entendre ma voix et mes convictions et la vision que nous avons, dont nous espérons que nous pouvons déposer dans le cœur de Congolais. Vous n'êtes pas venu comme pasteur, mais c'est le pasteur qui veut faire de la politique. Est-ce qu'on peut ne pas être pasteur ou ne pas vouloir profiter de sa position de pasteur pour faire la politique telle que vous voulez la mener? Parce que vous dites qu'il faut que ce soit des idées de vertu, il faut que ce soit... Voilà, il faut faire la politique différente des autres. En quoi est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes différent des autres, sinon du fait que vous soyez pasteur? J'ai l'impression que vous m'avez posé des questions. Il y en a même plus que deux. Il y en a même plus. Parce que la vertu, on ne fait pas la politique avec vertu parce qu'on est pasteur. Parce que ce sont de valeurs. C'est la chose publique. On doit la gérer comme il faut. Oui, mais quand vous dites, que je suis pasteur, je vais les faire. Oui, mais quand vous parlez des hommes porteurs de valeurs éthiques et morales. Oui, oui, c'est normal parce que dans tous les pays, quand on fait la politique, on gère la chose publique. Et quand on gère la chose publique, on doit aussi être porteur de valeurs. On ne doit pas détourner le fonds public, on ne doit pas détourner le fonds destiné aux militaires, on ne doit pas faire tous ces genres de choses. Et là, il faut comprendre que je suis Jean Toto Chabani, je suis le mari de ma femme, le père de mes enfants, je suis pasteur à l'église, je suis un acteur politique, je suis un homme qui gère ses affaires. Ça veut dire que je ne mélange pas toutes ces choses-là, tout dépend de ce que je suis en train de faire en ces moments-là. Oui, mais qu'est-ce qui garantit que vous serez vraiment homme porteur de valeurs éthiques et morales, et non pas, puisque vous voulez caresser la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, un politique de plus qui fait comme les autres? La garantie, il faut me laisser le temps. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mes valeurs, ceux qui sont avec moi, qui savent ce que je fais, sont là derrière moi pour me porter et pour m'accompagner dans ce que je fais. Et les gens qui vont adhérer à ce que nous sommes en train de faire comprendront c'est que les valeurs qui sont les miennes et vont comprendre pourquoi ils ont suivi cet homme qui porte de valeurs et qui cherche à imposer ces valeurs dans le domaine politique. Alors, plutôt que de vous laisser le temps, on va vous demander ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui doit être changé selon vous? Et vous voulez changer comment? Le grand problème avec notre pays, c'est que tout le monde sait que tout va mal. Nous savons tous que tout va mal. Si vous sortez, vous posez la question, même à celui qui est en train de vendre, il vous dira que rien ne marche dans ces pays. Il suffit de rouler, on va comprendre que rien ne marche. Tout le monde s'est constaté, en effet. Tout à fait. Parce que ce qui est vrai, partout où il y a les désordres, à l'absence de l'ordre, la société finit par disparaître. La première des choses, il faut mettre l'ordre. L'ordre dans tous les sens. Et il faut apporter un nouveau souffle. Et il y a plein de choses à faire du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, du point de vue juridique. Il y a plein de choses à faire. Je dirais que le Congo est un grand chantier. Si nous voulons exposer tout ici, on n'aura pas le temps de finir l'émission de 30 ou 40 Oui, mais vous commencez par quoi? Parce que c'est les premières actions, c'est la planification qui indique si quelqu'un est dans le bon sens ou pas. Et qui, une fois qu'il arrive en fonction, peut nous indiquer s'il respecte ou non ce qu'il a promis. Vous changez par quoi? Vous commencez par quoi? Les problèmes, vous le dites, on les connaît. Sécurité, diplomatie. Mais vous commencez... La priorité, c'est quoi? À mon avis, je pense que la priorité, c'est la sécurité. La sécurité dans sa globalité. Parce que il faut comprendre que le Congo ne peut pas se développer maintenant, ni dans 5 ans, peut-être même pas avant 10 ans. Parce que nous n'avons pas de fondement, de base pour développer un pays. Il n'y a rien. Je commence d'abord, la première des choses, la sécurité. Mais comment vous faites la sécurité qui a un coût si vous n'avez pas l'argent pour financer cette sécurité?
Premièrement, je parle d'abord de la sécurité. Et la sécurité, comme je dis, c'est global. On part d'abord sur base de l'identification nationale. Qui est congolais, par exemple? Qui est congolais? On ne sait pas qui est congolais. À part ce que la Constitution nous dit, nous définit qui est congolais. Vous avez vécu en Belgique, vous savez qu'à la naissance d'un enfant, on lui donne un numéro national. Et ce numéro national va accompagner cet enfant jusqu'à la fin de sa vie. Même pour un étranger qui arrive en Belgique, on lui donne un numéro national. Sur base des numéros nationaux, qu'on peut créer les besoins d'une société. Les hôpitaux, les écoles, parce qu'on sait que nous sommes, par exemple, à 20 millions dans la ville de Kinshasa. S'il y a une épidémie dans la ville de Kinshasa et ça touche 10% des personnes, des millions de personnes, nous devons avoir combien d'hôpitaux dans la ville? Ça, c'est à la base de l'identification nationale. Combien de la nourriture que nous devons importer sur base de l'identification nationale. Et aujourd'hui, quand on regarde, déjà, on a un vrai problème, on ne sait pas qui est congolais. On ne sait pas le nombre exact de la population. Et les besoins sont créés sur base d'abord de l'identification nationale, de combien de Congolais ou les étrangers qui habitent dans le pays. Et là, maintenant, sur base de cela, lorsque nous allons identifier le besoin et les ressources que nous avons, nous avons des ressources et les ressources que nous avons vont nous permettre de tirer maintenant des dividendes pour répondre aux besoins de la population qui est identifiée. Les ressources, de quelles ressources parlez-vous? Un ancien Premier ministre a dit qu'il faut 16 milliards pour que l'État tourne sans bénéfice. Or, cet État qui tourne sans bénéfice ne peut pas commencer à faire le plus que vous souhaitez entreprendre. De quelles ressources vous parlez? Il faut comprendre, la première des choses, on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas faire le social comme si on était au paradis. Vous prenez l'exemple de la Chine, bien qu'aujourd'hui la Chine est la première puissance économique, mais du point de vue social, je préfère encore vivre en Belgique que de vivre en Chine. Parce que malgré la richesse, on ne peut pas, malgré ce que l'économie de la Chine produit, on ne peut pas aujourd'hui faire la redistribution de l'argent de manière comme des fous. Il faut réfléchir. Et maintenant, nous avons des ressources. On a toutes sortes de ressources. On a des ressources minières. On a des ressources. On a même la démographie qui est tout un marché. Quand vous avez plus de 100 millions de personnes, c'est déjà un marché. Un produit de $1, si vous le vendez à 1 million de personnes, vous avez votre premier million. Un produit que vous aurez importé, dont vous ne retirez peut-être pas richesse. Ces richesses dont vous parlez, ce sont les mêmes richesses. Vous n'en créez pas de supplémentaires. Ces richesses, elles sont là depuis longtemps. Elles n'ont pas développé le pays. Comment est-ce que vous faites pour financer particulièrement cette sécurité? Il y a la sécurité, la diplomatie, il y a beaucoup de choses. Mais ces ressources, vous les avez où? Je ne veux pas aller direct toucher ceux qui ont géré le pays depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas dire que dans ces pays, il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. La richesse a été créée, mais on n'a pas distribué la richesse de manière équitable. Je suis d'accord, pour distribuer la richesse, il faut d'abord la créer. L'argent est là. L'argent circule. Et on entend des détournements. Vous êtes journaliste et vous avez l'information plus que moi, on entend des détournements. Et il n'y a pas des détournements de moins d'1 million, c'est toujours 50, 200, 500, 600. Tout ça, c'est l'argent. Et je pense que si nous essayons d'être un peu plus sérieux avec nous-mêmes et nous suivons rien que nos régies, sans toucher encore nos ressources, je pense qu'on peut déjà avoir le moyen. Comment le président de la République a trouvé plus d'1 milliard pour financer l'armée? Il a trouvé l'argent où? Donc c'est possible. C'est possible. Donc, on peut trouver l'argent dans ces pays. Et l'argent circule dans ces pays. L'invité que nous recevons, le précédent invité, s'appelait Guillaume Gueffa. Oui. Je suis surpris que vous ayez commencé par la sécurité, parce que l'homme de Dieu que vous êtes aurait dû peut-être commencer par la justice. Comment faire tout ça sans parler d'abord de la justice? La religion et la politique ont toujours été liées parce qu'elles poursuivent le même but, résoudre le problème humain du vivre ensemble et de la violence. Vous dites, vous ne voulez pas remuer dans le passé, on l'a déjà entendu. Il y a des gens qui se sont servis. Comment est-ce que vous faites en sorte que plus personne ne vole sans justice, qui n'est pas votre priorité des priorités? Pas du tout. Je vous ai dit que la sécurité était globale. Dans la sécurité, dans notre programme, nous avons d'abord, premièrement, à sécuriser nos frontières, parce que nous avons 9 frontières, comme vous le savez, avec entre 9 et 10 500
kilomètres de frontières. Nous sommes 7e dans le monde où nous avons le pays qui a plus de frontières. Rien qu'avec le Congo-Brazzaville, on a plus de 2000 kilomètres de frontières fluviales. Ça veut dire que nous sommes un pays où on doit d'abord commencer par la sécurité de notre frontière. Et la sécurité de notre frontière, si on a la sécurité, ça va permettre à ce que les pays sécurisés, ça va permettre à ce que les investisseurs viennent. Vous savez, Christian, au Congo, on n'a pas des investisseurs, on a des barrières. Un investisseur, c'est quelqu'un qui cherche d'abord la sécurité. Lorsque je vais mettre mon argent, je me pose la première question. Si ça tourne mal, comment je vais récupérer mon investissement? Et les gens qui viennent, qui mettent par exemple 10 millions, 50 millions, dans un pays comme le nôtre, qui fait 80 fois la Belgique, 50 millions, c'est rien du tout. Mais on n'a pas des investisseurs qui viennent avec 5 milliards. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Dans la sécurité, nous avons aussi de la justice, parce que là où il n'y a pas la justice, il y a la corruption. Comment un investisseur peut venir mettre son argent en sachant qu'on peut corrompre? D'ailleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient de garde de Sceaux et du président lui-même qui ont dit que la justice est malade. Et dans un pays où la justice est malade, comment quelqu'un peut venir avec 1 milliard en sachant qu'on peut corrompre le juge? Donc, dans le problème de la sécurité, il y a aussi la justice. Il y a aussi la justice, parce qu'il faut qu'il y ait la célérité des dossiers, il faut que les tribunaux, le juge soit vraiment indépendant, le magistrat puisse faire son travail et que ceux qui ont la décision politique ne puissent pas s'interférer aux affaires de la justice, parce que Montesquieu a fait vraiment la séparation de pouvoir et ça doit être ainsi. Donc il n'y a pas seulement ça, il y a aussi d'autres choses que... En fait, quand je parle de la sécurité, c'est vraiment global. Ce n'est pas la sécurité juste dans l'idée de sécuriser nos frontières ou la population et leurs biens. C'est vraiment dans ce sens un peu plus global. Y compris la justice. Ça, c'est le problème qu'on connaît. Ça, c'est les problèmes que beaucoup ont déjà promis de changer une fois qu'ils arrivent au pouvoir, mais le Congo reste ce qu'il est. Parlons des gens. Quelle stratégie lancerez-vous pour... qui est enfin cette croissance et cette production, seul gage pour favoriser un développement inclusif? Alors, je pense, à mon humble avis, le développement d'un pays ne peut se faire d'abord avec les habitants ou les autochtones. Mais quand on regarde aujourd'hui, Dieu merci, parce que récemment je vis avec la diaspora, il y a eu vraiment... Je vis une autre diaspora. Mais quand on regarde la situation de l'homme congolais, l'ancien président a dit qu'il n'a pas pu trouver 10 ou 15 personnes dans son entourage pour transformer ces pays. Et des fois, je m'étonne parce que ces mêmes personnes aimeraient revenir alors que leur chef n'a pas trouvé 10 ou 15 personnes pour transformer ces pays. Donc, le problème, c'est d'abord l'homme congolais. Prenons l'exemple de nos zones rurales ou les milieux ruraux. Toutes ces personnes-là sont en train de quitter les milieux ruraux pour venir à Kinshasa. Pourquoi? Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, l'absence de l'État. L'État est quasi inexistant dans le milieu ruraux. Il n'y a pas les symboles de l'État, il n'y a pas les tribunaux. Deux fois pour un procès, il faut faire peut-être 50 km. Il n'y a pas la police, il n'y a pas la présence de l'État. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Et toutes ces personnes qui sont le main d'œuvre au milieu rural ou au milieu ruraux, je voulais dire, toutes ces personnes-là sont censées les quitter. Et ces personnes-là pouvaient faire la production. Avec les 80% des terres arables que nous avons, ces personnes pouvaient faire l'agriculture. Et ces personnes viennent à Kinshasa. Comme elles viennent à Kinshasa, il n'y a pas de maison. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Créer des bidonvilles. Parce qu'il faut vivre. Des bidonvilles, et il n'y a pas le travail. Alors, ça serait le banditisme urbain pour le moins encourager. Ceux qui seront encouragés pourront travailler peut-être au port, devenir porteurs, et les femmes promiscuité, et il y aura l'épidémie qui va suivre. Et c'est cette population qui sera malade. Comment pouvons-nous compter sur une population qui est analphabète, qui est malade, qui n'a pas bien étudié? Ça pose un problème. Donc d'où nous repartons toujours sur la case du départ, la sécurité. Les frontières sont sécurisées, ça va éviter que ceux qui sont dans les milieux ruraux quittent, parce que c'est une main-d'œuvre pour les développements du pays dans le milieu ruraux, avec l'agriculture et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment tout un projet qui peut nous prendre assez de temps. Je vais revenir à ma question parce que vous n'avez pas répondu. Comment vous relancez la croissance? Les gens ne partent pas
que parce qu'il y a absence de l'État. Il y a des endroits où il n'y a pas l'État et où les gens prospèrent. Les gens ne partent pas. Vous pouvez en citer quelques-uns? Partout au Congo, on a circulé. L'État n'est pas présent partout, mais et les gens prospèrent. Il y a des gens qui prospèrent. Le seul problème, c'est que la raison principale pour laquelle ils quittent, c'est le manque d'infrastructures. Alors, il va falloir de l'argent. Il va falloir de l'argent pour la sécurité. Il va falloir de l'argent pour le nouvel homme politique que vous êtes ou que vous voulez être. Il propose quoi? Là, vous ne m'avez pas cité les endroits où les gens prospèrent. Vous m'avez dit seulement il y en a beaucoup au Congo. Demandez à tous les investisseurs qui arrivent vous parlez au Congo. Des investisseurs, vous ne parlez pas de la population. Déjà, à partir du moment où il y a des infrastructures, même en l'absence de l'État, les gens affluent. À partir du moment où vous parlez de richesse naturelle, les creuseurs ne se soucient pas forcément de la présence de l'État. Ils vont aller là où ils ont infrastructure, où ils ont potentielle richesse à obtenir. Vous faites comment, vous, c'était ça ma question, pour que cette croissance reparte et pour faire en sorte, en dehors des 2 points que auxquels vous semblez vous accrocher, que les gens ne quittent plus les campagnes et restent là où production doit se faire? La première des choses, je pense que je vais me répéter, la première des choses, si je dois d'abord poser la question, donc il faut d'abord mobiliser les recettes pour avoir assez de moyens et de relancer l'économie. Il faut serrer, éviter tout ce qui est corruption, parce que, à vrai dire, le Congo, l'argent est là. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas citer, on a suivi des procès, vous et moi, je ne vais pas fustiger les gens ici, mais on a entendu des choses. Pourquoi vous avez peur de fustiger des gens, puisque vous dites la justice est un des fondements de votre programme? Fustigeons ceux qui font mal de telle manière que ceux qui viendront demain ne fassent pas comme eux. Oui, mais je suis un avocat. Quand la justice rend un jugement ou une décision en disant que telle personne est acquittée, alors que nous voyons que cette personne devait être condamnée, je ne peux pas aller à l'encontre de la justice. Quand la justice dit le droit, étant avocat ou n'importe quel citoyen, je ne peux pas m'opposer. Mais nous le savons. Mais quand vous dites que nous voyons qu'il devrait être condamné, c'est que vous vous opposez à la justice. L'avocat que vous savez. Je ne m'oppose pas du tout. C'est pour cela que je ne vais pas m'avancer. Je ne vais pas fustiger les gens. J'ai dit que je ne vais pas fustiger les gens. Nous le savons. Nous voyons. Nous avons des yeux. Nous voyons les gens construire, les gens acheter. Mais étant juriste, moi je vis avec de faits. Et j'accepte ce que la justice déclare comme jugement rendu ou décision. Donc je ne peux pas dire voilà. Mais si nous essayons de mobiliser les fonds, nous essayons de serrer, peut-être pas très fort, d'essayer juste un peu, je pense qu'on peut vraiment avoir assez de fonds pour relancer l'économie. Et je me pose des questions. Comment le président Tshisekedi a fait actuellement? Parce qu'on est parti de quoi? 4 milliards et aujourd'hui on est à plus de 10 milliards. Donc ça veut dire que l'argent, il n'a pas fait la magie, il a trouvé l'argent dans ces pays. Voilà. Donc on ne cite pas ceux qui ont la main lourde, mais vous faites en sorte, si vous arrivez, de récupérer tout cet argent. Mais pour ce développement que vous dites pouvoir obtenir, vous chiffrez les besoins à combien? Est-ce que vous avez déjà fait une petite étude ou vous allez voir, une fois arrivé au pouvoir, ce qu'il y a lieu de faire? Ce qui est vrai, le pays comme le nôtre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand chantier et il faut oublier le développement du Congo avant 5 ans. Ça sera la démagogie politique, ça sera les discours. Oui, il faut oublier. Ça sera les discours juste pour essayer de séduire les électeurs. Comme on dit, c'est capacho benevolente. Donc un discours, un faux discours pour séduire la population. Et ça, c'est ce que l'homme politique congolais a fait pendant tous ces temps. Il ne sait pas dire la vérité et dire que nous ne pouvons pas faire ces choses dans les 5 prochaines années. Donc vous arrivez au pouvoir, vous dites pendant 5 ans, vous attendez à rien. Moi, pendant 5 ans, je mets les bases. On pose la fondation. On ne peut pas construire un immeuble sans poser la fondation. Et des fois, la fondation nous prend plus de temps que mettre l'immeuble. La fondation, c'est quoi? Vous avez dit justice, vous avez dit sécurité. Quoi? C'est aussi les lois, la Constitution. C'est quoi vos fondations? Ma première fondation, comme je l'ai dit, se basera sur la sécurité. Non, on l'a compris. Mais à part ça, vous changez la Constitution, c'est ça? Je ne pense pas qu'on peut changer la Constitution. Certes, il y a des
des dispositions que nous pouvons réviser, mais changer la Constitution, c'est une aspiration de plusieurs personnes. C'était après une longue guerre, les gens se sont tués, s'entretués, et puis il y a une loi une constitution qui a été mise en place. Certes, il y a des dispositions que nous pouvons réviser. Vous changez quoi? Vous changez quoi? La vie politique congolaise, parlons-en. On doit changer des choses. Ouais. Vous dites que beaucoup de voleurs, vous dites mauvaise gouvernance. Ça doit changer. Vous changez quoi? Vous changez qui? Vous le faites comment? Vous mettez un gouvernement en place comment? Ça, c'est si vous êtes président. Mais je le suis pas encore. Oui, mais vous y aspirez. Vous voulez être élu député national, provincial, membre du gouvernement. Au fait, vous nous avez pas dit. Vous voulez faire de la politique à quel niveau? Une très belle question. Je fais la politique pour conquérir le pouvoir, peu importe l'espace du pouvoir que j'aurai, que je sois député, pas sénateur, parce que à mon avis, il faut enlever le Sénat, c'est une dépense pour rien. Vous voulez changer la Constitution, vous? Changer le Sénat, c'est enlever le Sénat, c'est changer la Constitution. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, je pense qu'il y a des dispositions que nous pouvons... Parce que je ne veux pas être incompris, vous savez, pour ceux qui nous suivent, c'est lui ou ceux qui n'ont pas étudié, dire que changer la Constitution, vous comprenez, les gens voient directement s'éterniser au pouvoir. Donc je ne veux pas utiliser vous voulez pas qu'on dise des choses, mais vous voulez les faire. Non, c'est un bon politicien. Hein. Non, attention. Il faut faire très attention quand on est un homme politique et on veut dire des choses parce que tout le mot qu'on utilise, les gens ne le comprennent pas de la même manière. Il faut faire très attention. Et surtout, une émission sur votre chaîne, Top Congo, qui est suivie partout dans le monde, je ne veux pas que les gens puissent me prendre, mais pas comprendre ce que je voulais dire. Oui, mais si c'est pour cela que j'utilise les mots. Oui, mais si vous voulez faire une chose, mais si vous voulez faire une chose et que vous avez peur d'utiliser les mots, à terme, vous ferez comme les autres. Vous avez promis ou pas, mais vous n'allez pas faire ce que vous avez fait parce que vous aviez peur avant d'accéder au poste qu'on ne vous comprenne pas bien. Ma préoccupation n'est pas au niveau d'avoir peur, parce qu'on ne peut pas faire de la politique en ayant peur. C'est impossible. Parce que quand vous vous engagez en politique, et surtout en Afrique, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à la prison, prêt à la mort, prêt à tout. Mais je dis que je suis en train de faire ici ma première sortie. Je dois bien utiliser le mot pour que je ne sois pas incompris. Et si je suis incompris, ça peut poser le problème, ça peut poser problème pour la suite. Alors pour qu'on vous comprenne bien, autant savoir où vous êtes. Des mouvements, des partis politiques, il y en a beaucoup. Vous répondez à quels idéaux, à quelles valeurs? Vous voulez créer un parti politique, vous voulez adhérer dans un parti politique, vous voulez agir en politique comment? Ce qui est vrai, nous partisans plus vers le libéralisme et un peu conservateurs aussi, parce que avec notre croyance, une partie de notre croyance, nous voulons conserver aussi des valeurs de la société, famille, toutes ces choses-là. Mais ce qui est vrai, au moment où nous sommes en train de parler, je trouve que c'est vrai, je suis venu pour parler politique, je pense qu'il y a des préoccupations plus importantes, comme la situation qui se passe actuellement dans notre pays. À mon humble avis, je préfère plus parler de ces choses que de présenter d'abord ce que nous voulons faire. Donc, non, mais la question c'est, vous faites un parti politique ou vous adhérez à ce qui existe déjà? Non. Je vous ai dit, je crois que vous ne m'avez pas suivi. Tout au début, je vous avais dit que nous allons lancer un parti politique. Mais je ne vous avais pas donné le nom, le Congo d'abord. OK. Pourquoi le Congo d'abord? Parce que nous avons vu et constaté tous ces faits et nous oublions le Congo. Donc vous êtes on traduit bien, on résume, vous lancez un parti politique de centre-gauche, on va dire ça comme ça, et vous vous placez où dans l'échiquier politique actuel? Quand vous dites que je me place où? Je ne comprends pas votre question. Opposition, majorité. J'ai parlé de valeurs, j'ai parlé de doctrine, oui. Opposition, majorité, même si dans l'opposition, il y a les mêmes partis que la majorité, mais aujourd'hui, vous placez où? Opposition, majorité, ni l'un ni l'autre? Mais vous l'avez dit que je suis au centre-gauche, donc ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont les gens de gauche. Donc vous seriez plutôt union sacrée qu'opposition? J'ai répondu à votre question. Vous m'avez posé la question, est-ce que je me trouvais? Parce que le grand problème dans ces pays, c'est que vous trouvez les gens de droite
travailler avec les gens de gauche, alors que ce n'est même pas un gouvernement d'union nationale. Donc ça pose un problème même des doctrines et des croyances. Donc moi, je dis que nous sommes de centre-gauche et aujourd'hui, ce sont les gens de gauche qui sont au pouvoir. Donc je me sentirais plus à l'aise avec les gens de gauche que les gens de droite. Il y a aussi beaucoup de gens de gauche, le PPRD notamment, de gauche comme l'UDPS, est à l'opposition. Vous êtes plutôt PPRD ou plutôt UDPS ? Ni l'un ni l'autre, parce que le PPRD et l'UDPS ont commencé leur mariage ensemble parce que les deux étaient de gauche. Après, il y a eu des intérêts personnels, il y a eu des conflits entre les deux partis, il y a eu ce qu'il y a eu, mais bon. Après, il n'y a pas d'ennemi éternel en politique. Peut-être demain, on va le voir ensemble. C'est jamais. Qu'est-ce que vous allez faire en politique qui change de ce que vous auriez éventuellement déjà pu avoir fait dans votre vie de pasteur? Très souvent, le message des églises de réveil est la chasse aux sorciers. Et je crois aussi. Sans les caricaturer. Je crois. Vous y croyez? Beaucoup. Avez-vous trouvé un sorcier au problème de la communauté pour que vous vous en chargiez? Non, notre problème, c'est un problème d'irresponsabilité. D'irresponsabilité sérieuse. Parce que, comme vous le savez, le mot responsabilité en deux, réponse et habilité. Donc, un homme responsable, c'est un homme qui a la capacité de répondre à un besoin. Et je pense que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et là où nous avons conduit ces pays, si même le père de l'indépendance s'est réveillé, je pense qu'ils seront très énervés par rapport à tous les dirigeants. On a été irresponsable de gérer la chose que Dieu nous a donnée, le paradis que Dieu nous a donné. Ça peut être par méchanceté, ça peut être par l'égoïsme, ça peut être par la trahison et plein de choses. Je sais que vous Je sais que vous ne voulez pas citer avec qui vous allez travailler ou vous n'allez pas travailler, mais est-ce que vous êtes prêt pour exister en politique? Souvent, on parle d'alliance à travailler avec les sorciers. Personne n'a parlé des sorciers ici, en ce que je sache. Vous avez dit qu'il faut chasser les sorciers. Non, vous avez dit que vous avez parlé de l'Église et vous parlez de l'Église comme chasser des démons ou des sorciers. Oui, en politique, l'Église, je crois. En politique, vous n'y croyez pas, il n'y a pas de démons en politique. Je faisais le parallèle entre je ce sais pas que si vous avez vu en Église. parce que ce sont vos propos. Je ne sais pas si vous connaissez des démons et des sorciers en politique. Donc nous sommes là où nous sommes. Oui. Si dans la vie, les églises peuvent parler des sorciers, en politique, il n'y en a pas selon vous alors? Non. On est en train de parler des sorciers. Ce sont des termes que moi je trouve pas dans la politique, je trouve le terme là dans l'église. Maintenant, si vous voulez me parler de personnes qui sont irresponsables, je préfère utiliser ces mots. Oui, il y en a beaucoup. Oui, mais dans les églises, qui sont les sorciers? Les sorciers, dans l'église, il y a des sorciers, il y a des gens qui ont un comportement... Enfin, là, je vais entrer dans l'église. Allons-y, de votre expérience. C'est une capacité surnaturelle qu'une personne possède dans le but de faire du mal, de détruire les gens, même ceux qui l'aident, même les gens qui lui ont fait du bien. Et cette personne-là, comme elle possède une autre nature, qui est la nature divine, cette personne aura pas seulement une prédisposition, mais déjà préparée pour faire du mal. Et ces genres de personnes, soit il faut qu'elles passent dans la délivrance ou accepter carrément de se convertir. J'ai l'impression que vous avez décrit certains hommes politiques. Vous n'avez pas cette impression? Non, j'ai dit les hommes politiques, certains hommes politiques sont irresponsables. Oui, mais moi, j'ai trouvé dans votre définition du sorcier certains hommes politiques au regard de ce qu'est devenu le Congo tel qu'il est aujourd'hui. J'utilise le mot irresponsable parce que je répète encore, avec moi, le mot sont très importants parce qu'un seul mot, une virgule, peut tout changer dans une phrase et vous le savez très bien. Et que les sorciers sont responsables de ce qu'ils font. Vous parlez de quels sorciers? Dans l'église. Ah oui, dans l'église, oui, ils sont responsables dans ça. Mais pour le politique, on a beaucoup d'irresponsables. Regardez aujourd'hui le problème que nous avons. Nous sommes en guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est plus les intérêts. Hier, j'ai suivi un homme politique qui était en train de parler encore de postes. Voilà, il faut qu'on se retrouve, on n'est pas d'accord. Après consultation, je me dis, mais pendant la guerre, personne n'a pipé un mot. Personne n'a pipé un mot. Mais quand il s'agit des consultations, tout le monde est devenu bavardeur. Donc là, je me pose des questions. Nous sommes dans quelle planète? Et nous sommes dans une situation, quand il y a un problème,
On s'était, on laisse les autres parler. Quand il y a un problème maintenant de partage de gâteaux, alors tout le monde retrouve sa langue, les gens commencent à parler. Et ces genres de personnes, selon vos propos, je peux les traiter de sorcières. Ah bon? Vous m'avez rejoint. Mais je ne vais pas citer de nom puisque tout le monde voit de qui vous parlez. Votre activité sur les réseaux sociaux, comment pensez-vous la capitaliser pour faire entendre votre opinion et obtenir l'adhésion, surtout de ceux qui ne sont pas vos fidèles? Disons que nous avons lancé déjà de manière informelle et nous sommes au niveau de la justice pour finir avec le papier, pour être en ordre avec l'État. Et là, nous avons déjà entre 300 et 400 jeunes qui sont, parce que nous avons vraiment un but de toucher les jeunes. Comme vous le savez, 70% de la population congolaise est les jeunes. Et nous voulons vraiment des jeunes. Dieu merci, nous avons plus de jeunes étudiants, un peu intellectuels. On va réfléchir ensemble. Ceux qui sont des économistes viendront avec leurs idées, leurs projets. On va essayer de travailler ensemble pour pouvoir faire ressortir un projet commun qui sera meilleur, que nous allons lancer à la sortie de notre parti. Quand? On attend que l'État, qu'on termine. Vous savez, les démarches ici chez nous, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment incessamment. Dès que on finit avec les documents, on va se lancer. Vous êtes un leader religieux de plus en politique ou le leader religieux qui va faire la différence? J'espère faire la différence parce que sinon, si je ne ferais pas la différence, pourquoi m'engager en politique? Je pouvais rester dans ce que je faisais avant. Tant que pasteur d'une église et puis m'occuper de mes activités. Mais si je m'engage, ce n'est pas pour devenir un homme politique de trop, c'est pour essayer de voir si nous pouvons apporter un changement. Et je l'espère qu'un changement est possible. On peut le faire aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça sera trop tard. Vous trouvez que les leaders religieux ont leur place dans la politique? Depuis l'histoire de la Bible, il y a eu toujours des leaders religieux. Si vous êtes chrétien, je vous ai entendu dire cela tout à l'heure, il y a eu des gens comme des Daniel qui étaient 10 fois plus intelligents que tous les conseillers du roi. Et vous savez bien que c'est vrai que le chef de l'État a une vision, mais généralement ce sont des conseillers, c'est avec ces conseils que le pays est dirigé. Et Daniel, il a travaillé sous 4 rois. Il y a eu un homme qu'on appelait aussi Joseph qui a donné un plan pour sauver la terre entière, selon le récit biblique à l'époque de Pharaon. Et Pharaon n'est pas n'importe qui. C'est d'ailleurs, je dirais, la première civilisation. Mais cet homme, un jeune homme qui avait 30 ans, qui était un serviteur de Dieu, il a pu sauver le pays de la famine et il a sauvé le monde entier. Donc je pense que les leaders... Et puis il y a une chose que je voulais souligner, Christian, les gens se trompent beaucoup. Les gens pensent que les pasteurs n'ont pas étudié et les pasteurs ne sont pas intelligents. Mais moi, je connais le pasteur. Mon professeur de droit pénal, le professeur Théodore Ngoué, c'est un pasteur. Je connais des pasteurs, des amis qui sont des professeurs à l'université. Moi-même, je suis aujourd'hui dans ma première année de l'école doctorale. Et il y en a plus. Donc c'est parce qu'on nous a caricaturé en disant, voilà, le pasteur, ils sont là, les offrandes, en train de crier. Non, c'est parce que c'est une vocation divine. On a fait le choix de suivre la voie divine, mais il y a des pasteurs qui sont intelligents. Et vous en faites partie? Si vous le dites. C'est une question. Ah non, je n'ai pas vu un point d'interrogation, je cru que c'était une confirmation. Alors on va voir, on va essayer de voir si tel est le cas. Votre regard sur les initiatives 5O ECC, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne démarche si c'est pour rechercher la paix et l'unité. Pourquoi ce serait pour faire quoi d'autre? Je ne sais pas. J'ai entendu sur votre plateau, l'archevêque Kankens a dit que le monseigneur Cholet, je crois, c'est ça le nom, et qui a dit que on fait ces choses pour le président qui viendra. On va déranger l'ordre institutionnel. Et si aujourd'hui j'entends des hommes politiques dire que le président Tshisekedi doit démissionner, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas venu aussi les dédouaner de ses responsabilités. Mais je suis en train de dire, quand on dit que le président Tshisekedi doit démissionner, mais est-ce que c'est une imagination, c'est juste pour dire, pour augmenter un peu les enchères, ou c'est vraiment une réalité? Le président Tshisekedi démissionne, d'accord. Et que dit la Constitution? Il faut le président du Sénat qui qui conduit la politique du pays pendant, vraiment, si on exagère, c'est 120 jours. Si on exagère. Mais on part de 90 jours. Mais si on exagère, 120 jours. Et dans 120 jours, on va organiser les élections comment? Vous m'avez posé la question par rapport aux moyens. On n'a ni le moyen technique, on n'a ni le moyen financier. Ça va se faire comment?
Donc, des fois, c'est pour cela que je ne comprends pas l'homme politique congolais. Oui, mais quand on dit Initiative Cinco, c'est surtout pour avoir un pacte social. Et même si le pasteur Kankenza, opposé aux autres, a dit ce qu'il a dit, cela n'implique que le pasteur Kankenza. Les églises Cinco et ECC n'ont jamais dit ça. Puisque vous parlez des pasteurs... Non, il a précisé ici sur votre... je pense qu'il a fait l'émission avec Thierry, je l'ai suivi hier. Il a dit... Il était responsable de ce qu'il disait parce qu'on lui a dit, je suppose qu'il a de preuves. Et si tel est le cas, ça me pose un problème. Le deuxième problème, je me pose des questions. Moi, j'apprécie la démarche. Si c'est pour retrouver la paix et l'unité, ça c'est vraiment tout ce que nous cherchons. Nous cherchons tous la paix et l'unité. Mais le problème, si je me suis posé des questions, cette démarche a été faite très rapidement. Dans moins de temps, ils ont eu contact avec le président Paul Kagame, avec les rebelles. Ils n'ont pas condamné aussi tout ce qui s'est passé, la mort de toutes ces personnes, alors que je suis un homme de l'Église. Et surtout, quand je vais un homme de l'Église, je commence d'abord à parler pour la population que je dirige. Et la troisième des choses, il y a une petite confusion quand même. On a un ministère, une femme, vraiment que j'encourage, qui est ministre des Affaires étrangères. Et là, est-ce que Senko et l'ECC sont devenus l'Église, le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on le reçoit par exemple par le président Macron. Imaginons que notre ministre des Affaires étrangères est aussi en France. Je n'arrive pas à situer. Donc même si c'est une bonne initiative, vous émettez des doutes. Et pourquoi est-ce que votre réaction par rapport à cette initiative n'est pas identique à la réaction de toutes les églises de réveil? Les églises ne savent plus parler d'une seule voix, et donc, si le Congo est autant dispersé, c'est aussi parce que ses pères spirituels le sont. Quand vous dites que nous ne parlons pas le même langage, c'est à quel niveau nous ne parlons pas le même langage? Parce que je vous ai dit, si c'est pour la paix et l'unité, je suis d'accord avec la démarche de la Sainte-Co ou avec l'Église catholique et vous êtes toujours d'accord quand il s'agit des objectifs universels, objectifs. Oui. Mais quand il s'agit de qui contribue, là se pose problème. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, disent les catholiques. Tant qu'il s'agit de la doctrine, tout le monde semble d'accord, mais dès qu'il s'agit de répandre ou de l'intervention de l'homme dans ces églises, il se pose problème. Est-ce que le problème du Congo, c'est pas aussi le problème de ces églises, parce que dirigées par des hommes congolais qui sont plus conscients ou soucieux de leurs propres intérêts que de l'intérêt du groupe? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre tout à l'heure. Je suis d'accord avec cette démarche parce que ce que nous poursuivons, nous avons tous vécu ce que nous avons vécu. Et cette situation, vraiment, ça nous a dérangé. Cette chape de plomb que le Rwanda essaie de nous imposer avec l'omerta qui se passe là-bas chez eux, ils veulent que ça se passe ici chez nous, ils veulent que ça se passe chez nous ici. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Mais ce que je suis en train de dire, si le propos de l'archevêque Kankenza est vrai et confirmé, là, ça fait peur par rapport à la démarche de la Sainte-Co. Mais si c'est pour la paix et l'unité, je suis d'accord avec cette démarche. Et mon propos sur les hommes de Dieu qui, souvent, au Congo, n'ont pas le Saint-Esprit au milieu d'eux quand ils s'expriment ou quand ils se retrouvent. Que dites-vous? Là, je ne sais pas, c'est encore une question ou une affirmation? Ces propos sont des hommes de Dieu qui se sont séparés, Senko ECC d'un côté, Église de Réveil de l'autre. Je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis ici un homme politique, je ne suis pas ici comme pasteur. Donc, si j'étais venu comme pasteur, j'allais peut-être donner un autre point de vue. Mais je pense que l'archevêque Kankenza, qui est l'ancien président des églises des réveils, a dit pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont fait la démarche. J'ai entendu aussi Monseigneur Cholet, qui a dit qu'ils avaient fait la démarche pour aller voir. Et on ne sait pas où se trouve la vérité.